Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on aborde les voitures des années 70 et 80 mais d'un côté plus populaire. C'est une période extrêmement complexe car elle pousse le monde automobile à se poser des questions sur le plan éthique, économique et sociétal. Restez concentrés, quelques détails pourraient vous échapper. Comment le plastique a pu s'imposer dans la fabrication d'une voiture ? Eh bien, il était à l'origine une substance animale ou végétale. Son industrialisation débute à la fin du 19e siècle pour remplacer les boules de billard qui étaient à l'origine en ivoire. Au fil des décennies, le plastique a su évoluer, et notamment lors des deux guerres mondiales, pour devenir un matériau léger, résistant, peu sensible à la corrosion et surtout pas cher. Que des avantages. Il a donc été normal de le retrouver assez vite dans nos maisons, notamment dans la cuisine et la salle de bain, pour des raisons évidentes d'entretien. Les années 70 deviennent alors une euphorie du plastique qui va s'élargir à toute la maison. De l'assise à la lampe de bureau en passant par les tables en formica et les accessoires de plage, le plastique est devenu le matériau idéal. Et notamment pour sécuriser l'automobile. En 1965, l'avocat américain Ralph Nader publie un ouvrage sur la dangerosité des voitures américaines. Le livre bouleverse complètement l'industrie. Les constructeurs qui avaient pour habitude de restyler leurs voitures tous les ans vont devoir désormais s'adapter aux nouvelles lois imposées. Cette nouvelle législation exige de gros pare-chocs qui, comme leur nom l'indique, sont là pour amortir les chocs. Le plastique moins cher et plus léger est donc la meilleure solution. Les États-Unis étant le plus gros marché mondial, tous les constructeurs automobiles vont devoir s'adapter à cette nouvelle législation. En Europe, passer du chrome au plastique pourrait être une transition difficile. Mais cette époque voit les rallyes exploser et cette discipline est extrêmement populaire. Mais alors, quel est le rapport entre le plastique et les rallyes ? Eh bien, les voitures de rallye vont adopter à cette époque un capot noir mat. Celui-ci permet alors de ne pas se faire éblouir par les réflexions du soleil lors de la course. Le noir mat devient alors un effet de mode et la couleur est synonyme de sport et performance. Cela arrange les constructeurs qui vont désormais faire accepter un plastique noir brut sans avoir à le peindre. Le matériau est d'autant plus accepté que pour répondre aux normes américaines, même les voitures de luxe à l'image de Ferrari, Porsche et Lotus ont dû adapter leur modèle. Mais d'autres marques vont s'en servir comme un avantage pour renforcer leur identité. C'est notamment le cas des deux constructeurs suédois Volvo et Saab qui vont miser sur l'aspect sécuritaire de leur voiture. Étant désormais indispensables, les constructeurs vont alors tenter de s'approprier cette nouvelle pièce et ce sont les Français les premiers qui vont faire preuve de créativité. Renault va jouer la carte de la provocation en utilisant des pare-chocs gris et Citroën va quant à lui intégrer la calandre sur la Visa. De leur côté, Seat et Lancia lancent la 1200 Boccanegra et la Beta Monte Carlo qui vont intégrer le plastique sur une partie de l'avant de la voiture, à l'image de ce qu'a fait Ferrari avec la 365 GTC4. Dans les années 70, la crise pétrolière impacte les populations et l'Europe voit s'abattre des vagues d'enlèvements, le terrorisme, braquage en tout genre et meurtre. En 1978, le président du Conseil des ministres italien est enlevé alors qu'il est à l'arrière de sa Fiat 130 bleue et son corps est rendu dans le coffre d'une Renault 5 rouge. C'est un choc psychologique et dorénavant plus personne ne veut rouler dans des voitures trop voyantes. Du symbole de liberté, la voiture passe à celui du terrorisme et la population est désormais dans l'attente d'une voiture économique. Les petites voitures ont la cote et correspondent parfaitement à l'esprit de l'époque. Volkswagen va par exemple répondre à la demande en réduisant la taille de la Golf pour donner la Volkswagen Polo. Mais la crise pétrolière permet également de se rendre compte qu'un design qui soigne l'aérodynamisme joue la carte de l'économie. Et c'est en 1976 que Renault sort la R14, une voiture dont les angles ont été complètement adoucis. Les pare-chocs se fondent dans la carrosserie et les gouttières auparavant le long du toit s'incrustent désormais dans celui-ci. En 1980, Giugiaro présente la Medusa, une voiture étudiée pour avoir un aérodynamisme parfait. La voiture donne l'apparence d'être un véhicule moulé dans un bloc, un avantage qui fera de celle-ci la voiture la plus aérodynamique du monde. Mais contrairement au passé, les voitures doivent rester pragmatiques et correspondre aux besoins des consommateurs. Les voitures ne sont plus jugées sur leur puissance ou leur vitesse, mais désormais avec le coefficient traîné que l'on appelle CX, c'est-à-dire l'aérodynamisme. Les vitres et pare-brises sont de moins en moins plats et épousent désormais les lignes de la voiture. Un des meilleurs exemples est la 190 de Mercedes, appelée aussi la Baby Benz, qui a vu ses angles s'arrondir comme si le vent avait estompé les lignes brutes de la voiture.
La géométrie passée laisse place à une carrosserie étudiée dans les moindres détails, avec une vitre arrière bombée qui est évidemment favorable à l'écoulement de l'air autour de la voiture. Malgré l'allure passe-partout des petites voitures, celles-ci vont égayer la créativité à une époque où le marché automobile se stimule peu. Les grosses voitures ayant passé de mode, les constructeurs vont alors décider de mettre de gros moteurs dans ces petits modèles. C'est ainsi que Volkswagen donne naissance à la Volkswagen GTI. Allure discrète et moteur de 110 chevaux, la Golf GTI lance une vague de petites voitures sportives que l'on appelle bombinettes. Des voitures discrètes et pour se camoufler, elles adoptent la couleur noire avec quelques touches de rouge, un indice gage de sportivité pour les plus connaisseurs. Les Français lancent aussi de leur côté leurs propres bombinettes avec la Peugeot 205 GTI et la Renault 5 Alpine. Mais les constructeurs ne misent pas que sur la sportivité pour écouler leur modèle. Ils décident par de petits moyens esthétiques de lancer des voitures partenaires avec de grandes maisons, à l'image de la Matra Bagheera, Courrèges, Peugeot 205 Lacoste ou encore l'Auto Bianchi Y10 Fila. Le blanc devient alors à la mode en contraste avec les frimeurs qui sont au volant de leur GTI noir. Pour rentabiliser leur modèle, les constructeurs ont pour la première fois recours au restylage, c'est-à-dire que l'on modernise l'aspect de la voiture sans développer un nouveau prototype. Le métal coûteux est remplacé alors par du plastique et les éléments chromés par du noir mat. Un des meilleurs exemples est l'Alfa Romeo Spider, qui avec les années a vu ses pare-chocs s'adapter. Débutant sa carrière avec un élégant ornement chromé, elle a vu le plastique l'envahir, notamment avec d'énormes pare-chocs noirs et un spoiler gigantesque sur la version Aerodynamica. Fiat de son côté transforme la 132 en Argenta. Après 12 ans d'existence, l'Alfetta devient l'Alfa 90 et la Giulietta se transforme elle en Alfa 75. Finalement, on expérimente peu et l'on fait du neuf avec du vieux. Cette époque signe le retour des voitures tricorps, c'est-à-dire divisées en 3 parties, le capot, l'habitacle et le coffre. On modifie donc les voitures existantes, à l'image de la Golf qui se voit greffer un coffre pour devenir la Jetta. Fiat donnera la plateforme de la Ritmo à la Regatta, Lancia Beta à la Trevi et la Saab 900 à la 9000. Mais l'ingéniosité de cette conception va faire perdre à leur modèle toute leur homogénéité stylistique. Et les choix économiques ne vont pas s'arrêter là, les constructeurs vont décider de s'allier pour créer ce que l'on appelle une plateforme commune. Fiat, Saab, Lancia et Alfa Romeo vont alors développer une seule et même voiture qui va être vendue dans chacune des marques sous un langage stylistique propre à chacun. Vont alors voir le jour la Fiat Chroma, Saab 9000, Lancia Thema et Alfa Romeo 164. Malgré le peu d'innovation dans l'automobile, les constructeurs vont désormais consacrer leurs efforts dans le développement d'un langage stylistique propre à leur marque. Et BMW sera le premier à utiliser ce langage visuel sur toutes ses voitures, notamment grâce à un avant plongeant, le pli Hofmeister et une ligne de caisse horizontale. Ces éléments vont être déclinés sur les 4 modèles disponibles. La structure de la gamme ne se fait plus par la motorisation mais par la classe du véhicule, c'est-à-dire série 3, série 5, série 6 et série 7. Ce que l'on appelle le family feeling fait perdre la singularité de chaque modèle et désormais les voitures vont être de type poupée russe. Pour résumer, les voitures ont dû adopter par souci de sécurité le plastique, une transition facilitée par la popularité du rallye. Mais les enlèvements en Europe vont pousser les populations à rouler discret et économique, ce qui va permettre aux constructeurs de développer les GTI. Les problèmes économiques vont par la suite lier les marques afin de créer pas cher, ce qui va leur permettre de créer leur propre langage visuel, le fameux Family Feeling. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère une nouvelle fois qu'elle vous aura plu. Merci pour votre soutien, on est de plus en plus nombreux, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve au prochain épisode pour parler des voitures plaisir et notamment des roadsters. Petit pouce! Allez, portez-vous bien, ciao!